Adopter l'article 3. Le CL24, c'est un amendement de précision qui maintient la possibilité pour un officier de pédopsychiatrie de notifier immédiatement les droits de la personne gardée à vue lorsqu'elle ne comprend pas le français et que son interprète n'est pas disponible. Pas d'avis contraire. Il est adopté par la commission. Le 25 est un amendement de précision rédactionnelle. Le 1, M. Coronado. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit en fait c'est un amendement qui s'inspire d'une disposition pour les personnes retenues pour vérification de droit au séjour. Il s'agit d'aligner ce droit utile dans l'intérêt des enfants aux personnes gardées à vue. Je rappelle que en fait, cette disposition existe en fait, à l'article L611, alinéa 1, alinéa 1. Donc il s'agit de prévoir que la personne gardée à vue peut prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et le cas échéant la prise en charge des enfants dont elle assure normalement la garde. C'est ce qu'on avait déjà vu dans les débats sur le droit au séjour. En fait. Merci, Madame la rapporteure. Écoutez, bon, c'est un amendement qui a tout son sens, mais qui, à mon sens, est déjà satisfait par le droit en vigueur, puisque l'article 63-1 du Code de procédure pénale prévoit déjà la possibilité de prévenir un proche ou son employeur. Donc, quand on prévient un proche, on peut imaginer qu'on va prévenir la personne en vue d'informer ses enfants de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, un avis défavorable, Monsieur le Président. Avis défavorable. Je le soumets au vote de la commission. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Le 26, Madame la rapporteure. Alors, cet amendement vise à assurer l'effectivité du droit de contester la mesure de prolongation de la garde à vue en précisant que la personne gardée à vue peut présenter oralement sa requête lorsqu'elle est présentée directement ou par visioconférence devant le procureur de la République ou peut le faire par écrit lorsqu'elle ne lui est pas présentée. Cet amendement existe, enfin, dans le projet de loi, c'est simplement une réécriture du dispositif en disant le droit de présenter des observations orales ou écrites plutôt que de dire la possibilité de demander au procureur. Très bien. Je le soumets au vote de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Madame Capdevielle est donc pour. Donc l'amendement est adopté. Le CL22 tombe puisque le 26 vient de l'adopter. Le CL27 est un amendement de précision sur le document récapitulatif des droits des personnes gardées à vue qui doit leur être remis. Je ne vois pas d'avis contraire. Il est adopté par la commission. Le 7, Monsieur Coronado. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement porte sur l'accès au dossier par l'avocat de la personne gardée à vue. Le sujet, nous l'avons vu, est récurrent. La directive du 22 mai 2012 ne l'impose pas explicitement. Toutefois, des décisions de nos tribunaux sont allées en ce sens avant d'être infirmées. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Dayanan contre Turquie ou Brusco contre France, ont clairement précisé que l'avocat puisse exercer sa mission d'assistance durant l'intégralité de la procédure et notamment dans la phase essentielle qu'est la garde à vue. C'est pourquoi cet amendement propose que l'avocat puisse accéder à l'ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l'exercice des droits de la défense. Madame la rapporteure, sur ce 7. Eh bien, c'est un avis défavorable, mais défavorable au temps d'aujourd'hui. Je pense qu'en 2016, on y sera, et avec également, si vous voulez, les conclusions de la mission Baume de juin qui va sans doute nous éclairer sur ce point. Alors, pour le moment, j'émets un avis défavorable en précisant d'une part que d'un point de vue juridique, c'est encadré puisque l'article 7 de la directive n'impose pas aux États membres de veiller à ce que la personne arrêtée ou son avocat ait accès à l'ensemble du dossier durant la phase policière de l'enquête, mais seulement aux documents relatifs à l'affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective, conformément au droit national, à l'égalité de l'arrestation et de la détention. Il y a également des raisons pratiques. D'une part, un accès à l'ensemble des pièces du dossier, comme par exemple à la plainte de la victime ou à une dénonciation, pourrait faire courir un risque de mise en danger de la victime ou de la personne ayant dénoncé les infractions, dès lors que la personne gardée en vue pourrait consulter elle-même son dossier et donc avertir des tiers du contenu du dossier. D'autre part, un accès à l'ensemble des pièces du dossier pourrait rendre la recherche des preuves à charge et à décharge encore plus difficile qu'actuellement. Nous avons eu de très grandes réserves des services de police et de gendarmerie. Et enfin, sur le plan strictement opérationnel, la rédaction des procès-verbaux d'audition ou des procès-verbaux de perquisition durant la garde à vue par les officiers de police judiciaire n'est pas toujours immédiate. Moi, je vous propose de retirer cet amendement, sachant qu'en 2016, nous aurons évidemment cette situation et que le choix du gouvernement me paraît pas infondé au stade de ce projet de loi. La mot dubitatif
M. Coronado m'incite à donner la parole à M. Devedjian, parce que j'ai compris qu'il n'allait pas retirer son amendement. Non, mais il a raison de le maintenir, je le voterai. Je trouve que les arguments de la rapporteure sont contradictoires. Le premier, c'est un bon amendement et nous le voterons, nous l'intégrerons en 2016. Et le deuxième, c'est techniquement impossible à mettre en œuvre parce que ça mettrait en danger la victime. Alors, ça me paraît tout à fait contradictoire comme argumentaire. Beau travail, M. Devedjian. M. Coronado, pardon. Allez, madame. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui me concerne, je voterai cet amendement parce que je considère que 2016, c'est demain, qu'il ne faudrait pas que la France soit de nouveau condamnée comme elle l'a déjà été par le passé, et qu'il ne faut absolument pas avoir peur de la question de la communication, de la procédure, et notamment à ce stade-là. Dès lors que c'est assorti de garanties, dès lors qu'en cas, bien évidemment, de divulgation de ces pièces, il y a des sanctions, on a toujours eu peur de donner les pièces du dossier. Mais si on veut vraiment que la procédure soit contradictoire et que les droits de la défense soient effectivement assurés, ça passe nécessairement par la communication du dossier. Alors, 2014, 2015, 2016, c'est demain. Alors, puisqu'on y est, eh bien, allons-y carrément. Et moi, je suis favorable à cet amendement que j'aurais de toute façon déposé en séance si ce n'avait pas été fait en commission des lois. Je pense qu'il faut, à un moment donné, ne pas avoir peur de devancer les directives européennes. Monsieur Coronado. Je tenais à remercier mes collègues Devedjian et collègues Capdevielle, parce que je crois qu'ils ont parfaitement argumenté mon refus de retrait. Voilà, donc cet amendement est maintenu. Madame la rapporteure. Alors, je me suis mal exprimée tout à l'heure. C'est vrai que la directive de 2016 ne l'impose pas. N'impose pas l'accès au dossier, l'accès intégral au dossier. En revanche, la mission Baume, que nous avons entendu, je vous l'ai dit, le procureur Baume, la mission Baume travaille sur cette question. Elle n'est pas simple à mettre en œuvre. On a tous le sentiment que cette mission le proposera à terme. Je pense qu'il faudra y venir, bien évidemment. Les services de police et de gendarmerie sont extrêmement réservés actuellement sur la mise à disposition du dossier complet. En revanche, pour diverses raisons qu'il me semble qu'il nous faut expertiser. Ce n'est pas simplement un souci d'opacité ou une volonté d'aller contre la transparence. Il y a aussi des impératifs qui ne m'ont pas paru anodins et qu'il me semble que nous devons nous donner le temps de réfléchir à cette question. Voilà. Donc moi, je vous propose, non pas, je vous propose d'attendre, de mettre en place déjà ce dispositif qui est extrêmement quand même compliqué. Hein. C'est pas simple de créer ce statut du suspect libre avec la présence de l'avocat. Nous avons, par l'équilibre de ce texte, je pense, obtenu, si vous voulez, un consensus sur le projet, et je ne tiens pas, à ce stade, à faire bouger les lignes sur ce projet de loi. Bien. Vous maintenez l'amendement, M. Coronado. Si j'ai bien compris, on est à peu près tous d'accord sur le processus proprement dit qu'il faut introduire, mais il y a des questionnements que relaie Madame la rapporteure, traduits par la chancellerie et qui émanent des services de police et de gendarmerie de police, qui disent que c'est un peu compliqué, sans pouvoir nier d'ailleurs la pertinence. Donc on est plutôt dans à quel moment il est important de le faire, plutôt que qu'est-ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Donc je pense que le point est posé de cette manière. S'il n'y a pas d'autres observations, je vais mettre aux voix cet amendement. Qui est pour cet amendement? 2, 4, 6. Qui est contre? L'amendement est adopté. Nous en venons à l'amendement CL29. C'est un amendement rédactionnel. Pas d'observation, il est adopté. Nous en venons à l'amendement CL28. Madame Untermaier, ou Madame la rapporteure d'abord. C'est le CL28.
cet amendement qui répond à une demande des praticiens, magistrats et enquêteurs vise à clarifier le droit applicable lorsqu'une personne gardée à vue doit être entendue en qualité de suspect sur des faits étrangers à l'infraction justifiant la mesure de contrainte. Alors, en l'absence de règles explicites, les enquêteurs sont aujourd'hui conduits à notifier à la personne son placement en garde à vue supplétif, avec toutes les obligations procédurales en termes de notification de droit que cela implique, droit à un examen médical, à faire prévenir un proche, etc. Or, l'enjeu essentiel en matière de droit de la défense est de permettre à la personne suspectée d'être informée de son droit de garder le silence, des circonstances et de la qualification des faits nouveaux sur lesquels elle est entendue, et d'être à cette occasion assistée d'un avocat, toutes choses qui pourront désormais, avec le présent projet de loi, être garanties dans le cadre d'une audition libre. C'est pourquoi il est prévu de rétablir l'article 65 du Code de procédure pénale afin de prévoir que lorsqu'elle est entendue comme suspect dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction, la personne gardée à vue doit être avisée de la nature de l'infraction, du droit d'être assistée d'un interprète et d'un avocat et du droit de garder le silence tels qu'ils sont énoncés en matière d'audition libre. Des questions sur ce dispositif? Il y en a marre, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il est adopté. Nous en venons au CL 13 de M. Gosselin, M. Goujon ou M. Geoffroy, l'un d'entre vous. Il est défendu. Pas d'observation. Je le mets aux voix. Qui est l'avis de la rapporteure, pardon. Un avis défavorable. Non, nous l'avions tellement suspecté que j'avais oublié de le solliciter. Je me vois. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement CL 30 de Mme la rapporteure. Ah ben donc il fait suite à l'amendement que nous venons de rejeter. J'espère que nous aurons l'unanimité sur cet amendement, parce qu'il s'agit précisément, comme je vous l'ai dit dans mon rapport introductif, eh bien, de tenir compte en fait, de la difficulté d'enquête pour l'escroquerie en bande organisée et permettre ainsi, tirer les conséquences donc, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, proposer une alternative à la mesure proposée par le gouvernement en limitant la possibilité de proroger la garde à vue en cas d'escroquerie en bande organisée et autres délits courants jusqu'à 72 heures au lieu de 80 heures lorsqu'il existe in concreto des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction justifiant une telle prolongation. Cette dérogation sera délivrée sous le contrôle du juge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 706-88. À notre sens, l'escroquerie en bande organisée est un dispositif trop complexe pour ne pas, et avec un enjeu fort qui peut-être ne porte pas atteinte à la dignité ou à la sécurité des personnes. Encore que, moi je pense que l'affaire Madoff qui a mis quand même des personnes dans la ruine était aussi peut-être une atteinte à la dignité. Mais ça, c'est un autre sujet. Ceci dit, il fallait se donner les moyens. Quand il y a une escroquerie en bande organisée importante, qui est de nature quand même, d'un point de vue financier, fiscal, de porter atteinte à la sûreté, eh bien, de mettre en place un dispositif sous le contrôle du juge. Et nous y tenons, sous le contrôle du juge, de pouvoir aller jusqu'à 72 heures. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Devedjian? Ça me paraît une mesure tout à fait gesticulatoire. En fait, dans les infractions extrêmement complexes comme les escroqueries en bande organisée, la garde à vue n'y fait rien. Le désenmêler, l'enchevêtrement de la complexité d'une escroquerie en bande organisée demande des expertises, demande une durée de connaissance, de pénétration des faits qui est très largement supérieur à celui de la garde à vue. Et donc, trouver cette période intermédiaire simplement parce qu'on croit que ça permettra de mieux faire aboutir l'enquête n'a pas de sens. D'autant plus que si les faits sont si graves que ça, rien n'empêche de déférer au juge d'instruction, rien n'empêche même d'envisager la mise en détention provisoire. Et donc la garde à vue n'est finalement qu'un moyen de faire échec au droit de la défense. D'une manière générale, je suis hostile à la garde à vue. D'ailleurs, je rappelle, ce que beaucoup de gens savent quand même maintenant, que la garde à vue a été inventée seulement le jour où les avocats ont été autorisés à entrer dans le cabinet du juge d'instruction. Donc la garde à vue n'a que pour objet de faire échec au droit de la défense.
Et la rallonger de quelques heures, simplement parce que l'infraction est complexe, est une fausse mesure qui n'aboutira pas davantage à une meilleure efficacité de l'enquête compte tenu de la complexité des faits. Oui, Monsieur le Président, je voterai cet amendement, mais sur le fond, je rejoins les explications qui viennent d'être données. Il ne faut pas rêver. Dans le cadre d'une infraction de ce type, en tout cas d'escroquerie en bande organisée ou de toutes ces grosses affaires financières qui effectivement nécessitent beaucoup d'investigation, il faut arrêter de rêver. Ce n'est surtout pas en garde à vue que l'enquête se fait et que les éléments de preuve sont rapportés. C'est justement après, c'est-à-dire pendant l'instruction de cette affaire. C'est bien pour ça qu'il y a des magistrats spécialisés que l'on a souhaité et qu'il n'y a pas en garde à vue donc, de personnel spécialisé. Donc c'est vrai que c'est une mesure qui peut être nécessaire pour pouvoir mener certaines investigations, mais il ne faut pas donner à cet amendement plus d'importance réellement qu'il n'en a. L'essentiel réellement des éléments nécessaires pour la manifestation de la vérité ne surviennent pas en garde à vue, mais c'est justement dans le cadre d'une procédure d'instruction qui est longue, qui est minutieuse, qui est détaillée, diligentée par un magistrat spécialisé, que justement tout cela peut se faire. Madame la rapporteure. Moi, je vais répondre. Si j'en ai tiré cette conclusion, c'est parce que les auditions m'ont conduit à proposer cette mesure. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre ici et là, eh bien, c'est une demande extrêmement forte des services de police, de gendarmerie. Oui, mais ils comptent aussi, Monsieur De Vietjean, autant que les avocats. C'est les services de police, de gendarmerie, de douane. Les magistrats, le juge d'instruction et le juge d'instruction qui nous demandent pour la qualité de l'enquête de pouvoir, ils ne disent pas qu'ils vont l'utiliser de façon systématique, mais de pouvoir avoir cette possibilité dans des situations extrêmement complexes, à l'international, avec des auditions qui sont importantes. Moi, je vois quand même qu'on nous précise que c'est jusqu'à 200 ou 300 questions qui sont susceptibles d'être posées aux principaux mis en cause. Donc, elle suppose un temps de rédaction de procédure et de réponse extrêmement important. Donc, je pense qu'on est à mi-chemin. On est à mi-chemin. Bien sûr, si vous rejetez le principe même de la garde à vue, je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec cet amendement. En revanche, si vous considérez qu'il y a quelques vertus à la garde à vue, bien évidemment, vous imaginerez qu'à raison de la complexité de l'affaire, il faut aller jusqu'à 72 heures. C'est une affaire simplement de bon sens, cet amendement. Je rappelle, oui, allez-y. Non, je dis que votre intervention, Madame la rapporteure, démontre qu'on aurait resté aux 96 heures. Oui. Alors, voilà, ça va tout à fait dans le sens de l'argumentation qui était là. Alors, sauf que c'est le Conseil constitutionnel, chers collègues, on est à la commission des lois, donc on se rappelle que c'est le Conseil constitutionnel qui rase les 96 heures, contraignant du même coup la chancellerie à se questionner sur ce dispositif, parce qu'on est revenu dans le droit commun, la garde à vue. Monsieur De Vietjean, est-ce que je peux me permettre de conclure, non pas notre débat, vous allez voter, mais de ramener l'ensemble des arguments. 96 heures, Conseil constitutionnel, censure. Le dispositif revient en droit commun. La chancellerie propose d'une manière assez singulière, pour une fois, de laisser à la prolongation de 24 heures, donc elle laisse 48 heures. Dans le texte du projet de loi, et notre rapporteur questionne la pertinence, malgré tout, d'augmenter un peu le délai de garde à vue, tout en étant dans l'ombre portée de la décision du Conseil constitutionnel, en proposant donc 76 heures. C'est ça qui est suggéré dans le contexte qui est le nôtre actuellement. Donc je pense que les choses, j'ai voulu clarifier un peu les points du débat. Je rappelle qu'il y a la décision du Conseil constitutionnel. Monsieur De Vietjean, non mais sur l'interprétation qui a été faite. Monsieur le Président, juste deux observations simples. La première, c'est que pour reprendre l'exemple donné par la rapporteure sur l'affaire Madoff, c'est pas pendant la garde à vue que l'affaire Madoff aurait pu être résolue. On aurait peut-être pu améliorer les dispositions. Bien sûr. Ça n'empêche pas. Écoutez, c'est pas ce que disent quand même les services. Enfin, je veux dire, on est. Monsieur De Vietjean, vous n'avez pas le micro pour l'instant, donc tout le monde va être privé. La deuxième observation. Mais c'est parce que vous n'aviez pas demandé la parole. Si, vous me l'avez donné. Mais d'accord, mais vous n'avez pas appuyé après. D'accord, je n'ai pas appuyé. Je demande pardon.
La deuxième observation, c'est qu'on est en train, de compliquer à l'excès le système, c'est-à-dire que bientôt, on va avoir des gardes à vue variables suivant la catégorie des infractions en cause. Et il suffira d'ailleurs d'avoir une incrimination au départ maximum pour pouvoir obtenir... Parce que c'est... Qu'est-ce qui dit que c'est une escroquerie en bande organisée? Le parquet, il qualifie. Alors, ça tient la route ou ça ne tient pas la route, mais ça fait rien, ça tient la route le temps de la garde à vue. Donc, c'est un petit moyen pour faire échec, simplement, aux droits du citoyen. Monsieur Devedjian, je suis très heureux de vous entendre dire ce genre de choses qui étaient dites lorsque le texte sur la bande organisée avait été évoqué, et nous étions dans des argumentaires exactement contraires l'un et l'autre, et le Conseil constitutionnel que nous avions, avec la majorité d'alors, et le Conseil constitutionnel que nous avons saisi, avait soulevé cet questionnement lorsque notamment il avait imposé qu'il y ait en tout état de cause la capacité pour une juridiction de statuer et de déclarer nulle l'intégralité de la procédure pour le cas où la bande organisée avait été d'une manière erronée utilisée pour bénéficier de l'ensemble des conditions exorbitantes du droit commun, de perquisition, de visite domiciliaire, d'interpellation et de garde à vue. Voilà. Donc c'est assez étonnant que l'évolution du débat place les uns et les autres dans des situations un peu différentes. Je pense sur l'intérêt juridique des choses et du débat l'un et l'autre, hein, qui est le pas nôtre. les uns et les Voilà, autres. l'un et l'autre. En fait, sur ce point, M. Devedjian avec une position différente de celle de son groupe. Exactement. Je vais mettre aux voix, une fois que nous avons purgé l'ensemble de la question à ce stade de l'examen du texte, je mets aux voix l'amendement de notre rapporteur. Qui est pour cet amendement? Qui est pour l'amendement? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 3. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.